Et là, j'ouvre la porte, j'ai fait Barcelone, j'ai fait Londres, j'ai fait Marseille, et ça a pris direct. Pas d'Instagram, pas de site internet. Et du coup, on s'est retrouvés à faire une collab officielle avec la vache qui rit. Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont 1000 vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Jeff ou Jean-François d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Est-ce que du coup tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, donc du coup je m'appelle Jeff Tiller sur les réseaux, Jean-François Sananès dans la vraie vie, parce que les réseaux ne sont pas la vraie vie. Du coup je suis multi-entrepreneur, mais je suis surtout fondateur de la marque Tiller. Et de Tiller a découlé plein d'autres concepts et boîtes qui sont donc parfois en rapport, comme Tiller Lab qui est complètement lié à Tiller, mais c'est la partie CBD, et parfois complètement en dehors du sujet de Tiller, parce que j'ai aussi une marque de poulet frit qui s'appelle Tiger Chicken. Et je fais aussi de la stratégie digitale pour pas mal de marques. Ok. T'as toujours été entrepreneur dans l'âme? Oui. Du plus loin que je me rappelle, mon premier souvenir d'entrepreneur, entre guillemets, c'est que mes parents travaillaient de nuit parce qu'ils sont médecins. Et moi, j'étais DJ et je faisais payer l'entrée de chez moi pour faire des soirées. Du coup, les nuits où mes parents travaillaient pas, c'était souvent le mardi soir à mon collège. Et au collège, tout le monde savait que le mardi soir, ils pouvaient venir chez moi. C'était à l'époque des francs, donc c'était 10 francs. Et puis j'avais toute une orga comme ça. Donc oui, j'ai toujours eu ce côté un peu entrepreneur. Ah ouais, t'étais déjà DJ à l'époque, parce qu'aujourd'hui tu mixes parfois. Oui, et donc oui. ça, c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps en fait. Ouais. Enfin, c'était ma première passion, c'était vraiment la musique. Et j'ai été pas mal DJ de groupes de rap, dont la section d'assaut pendant pas mal de temps. Ah ouais? Ouais. Je suis parti de la section quand ils ont sorti le son Désolé. En fait, je suis parti une semaine après, ils ont explosé, ils étaient sur toutes les radios. Et T'as quitté le bateau trop tôt. En fait, il y avait un vrai décalage entre les membres du groupe et moi. Enfin, on n'était pas trop dans les mêmes délires. Black M, c'était un ami d'enfance, et du coup, pendant toutes les années, on a grandi ensemble et tout ça. Mais après, il y avait un vrai décalage entre moi et le groupe, et du coup, j'ai décidé de quitter le groupe. Et vraiment, ils ont pété vraiment une semaine après, 10 jours après, et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir loupé l'occasion de ma vie, tu vois. Genre pendant, je sais pas, je pourrais pas dire de temps parce que ça paraît loin, mais sur le moment, j'avais vraiment l'impression que j'avais laissé passer la chance de ma vie, quoi. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, comment est-ce que ça s'est goupillé? Comment est-ce que le groupe s'est créé? Comment tu l'as rejoint? Est-ce qu'il était déjà présent, existant, et c'est toi qui l'as rejoint? Ouais. Est-ce que ça part un En peu fait, de toi? Black M était le groupe et section d'assaut existait déjà. Black M, c'est un des derniers qui est arrivé dans le groupe, et ensuite il cherchait un DJ, et Black M a dit ouais, j'ai un de mes potes qui est DJ, et du coup il m'a ramené. Mais le groupe était déjà existant. Du coup, oui, c'était un peu j'étais un peu une pièce rapportée. J'étais pas l'ami d'enfance de tout le groupe. Black M les connaissait même déjà avant de rentrer dans le groupe. Du coup, oui, c'était un peu compliqué pour moi, et d'où à un moment je me suis dit oui, il n'y a pas cette cohésion, et du coup j'ai décidé d'arrêter, quoi. Ok. T'es resté combien de temps dans le groupe? Ah, je sais pas, peut-être 2-3 ans. En fait, il y a eu toute une période où c'était pas vraiment professionnel, où là, eux-mêmes ont arrêté de rapper, et après, ils ont repris vraiment à un moment quand ils ont sorti un projet qui s'appelle L'écrasement de tête. Et c'est à ce moment-là que je les ai rejoints vraiment sérieusement, et cette période, elle a duré quoi, 1 an et demi, 2 ans, tu vois.
Mais en Ok. cumulé, ça a fait beaucoup de temps. Mais il y a eu vraiment 1 an et demi, 2 ans de vraiment sérieux avec des scènes. On avait fait, je me rappelle, le plus gros truc qu'on avait fait à l'époque, c'était on faisait la première partie d'Orelsan au Bataclan. Ah, génial. Et c'était c'était un des premiers concerts où c'était à l'époque du morceau Sale pute d'Orelsan où il y Ça avait date. il y avait des associations de femmes devant le concert pour empêcher que le concert ait lieu en fait. Et nous on est arrivé là-dedans, enfin je trouvais ça assez ouf ça. En fait, déjà à l'époque, t'étais un peu un hors-la-loi. T'avais des gens qui étaient contre toi, contre le business que t'essayais de Non, monter. mais je suis pas un hors-la-loi, mais c'est vrai que Je rigole. j'ai toujours été un peu borderline, et c'est ce que j'en ai fait un peu mon fond de marché avec Tiller, quoi. Bah, dealer de t-shirts, de livrer les pochons dans des sacs, dans des zip bags comme si c'était de la weed. C'est vrai que je joue sur ces codes-là, mais oui, c'est vrai que j'ai toujours été un peu sur ce côté un peu pas illégal, mais pas 100% légal, mais enfin voilà, Borderline, c'est borderline. un bon terme. Je trouve qu'il te Exactement. correspond bien. Non, mais je trouve que c'est bien et ça correspond vachement à ta personnalité et à toutes les personnes qui bossent justement avec vous. Et c'est ce qui fait, je pense que c'est ce qui fait votre succès parce que vous vous démarquez de ouf. Genre aujourd'hui, des marques de prêt-à-porter, il y en a des milliards et je trouve que vous incarnez énormément la marque. Donc ça, c'est cool. Mais avant d'y venir, parce que j'ai plein de questions, toi, avant, c'était quoi ton rêve de gosse? Mon rêve de gosse, je crois que c'était d'être DJ connu. Enfin, très tôt, je sais pas, vers 12 13 ans, hein, j'avais demandé ma première platine que j'ai galéré à avoir. J'avais juste une platine et je mixais avec la radio de l'autre côté, tu vois. Vraiment, c'était Énorme. mon rêve de gosse. Mais je pense que c'était avoir de la reconnaissance plus que forcément être DJ, tu vois. Je voulais faire quelque chose qui attire l'attention, en vrai. Je pense que c'était vraiment ça. Parce que j'ai une vraie passion pour la musique, hein. Je vivais et mangeais, dormais musique. Mais c'est vrai qu'après, dans ma carrière professionnelle, je me suis rendu compte que bah, ce qui me plaisait, c'était de faire des choses originales pour me démarquer. Et du coup, Ok. à l'époque, quand j'étais jeune, être DJ, sitôt, j'étais le seul DJ de mon collège, tu vois. À l'époque, c'était beaucoup moins démocratisé que maintenant. Tu vois, je parle de l'époque où c'était des platines vinyles. C'était pas, parce que je suis très vieux. Enfin, très, non, mais Ça va. je suis de 86, donc quand j'avais 12 13 ans, jusqu'à mes 18 ans, peut-être, il y avait pas de, tu pouvais même pas, tu mixais avec des vinyles, quoi, quand t'étais DJ. Tu mixais pas avec un ordinateur. D'ailleurs, quand il y a eu cette transition entre numérique et on touchait pour de vrai, quoi, bah, j'ai eu un vrai problème dans les soirées parce que je mixais beaucoup en soirée. Et en fait, avant, pour moi, c'était très visuel. Genre, je fouillais dans mon bac à vinyle et j'arrivais à trouver les sons. Et quand c'est passé en côté numérique, je cherchais dans des playlists et j'arrivais plus à trouver les sons que je voulais mettre parce que tu sais il y avait plus ce truc là de quand je vois la pochette, hop, ça me renvoie une émotion et c'est ça que j'ai envie de faire transmettre et tout ça. Donc ça a été une transition qui a été assez dure pour moi, mais je l'ai vite fait parce que entre porter une clé USB et porter 40 kilos de vinyle à chaque soirée, Tu m'étonnes. voilà. Sacrée différence. Et du coup, derrière le moment où tu as quitté ce réseau, est-ce que tu t'es lancé dans la musique? Est-ce que tu as commencé d'autres projets qui n'avaient rien à voir? Comment ça s'est passé? Bah en fait à cette période-là, je me suis dit vas-y, t'as essayé dans la musique. Il faut que tu rentres dans les clous un peu et aussi pour faire plaisir à mes parents, tu vois. Je sais pas, je devais avoir 18 ans à cette période-là, je pense. Enfin, ouais, à peu près. Ah ouais, tu étais jeune encore. D'ailleurs, attends, avant de poursuivre sur ce sujet, tu as fait quoi comme étude? J'ai fait un BEP Vente Action Marchande que j'ai eu. Euh, non, j'ai eu mon BEP et ensuite je suis parti dans une école de. En fait, il me fallait un diplôme niveau 5 pour intégrer une école de l'UCPA. C'était une école AMS. C'est pour avoir un bac animateur musical et scénique. En gros, c'était un bac DJ. Ça existe encore. Et du coup, j'ai très tôt, ma mère, elle a capté que les études, c'était pas trop pour moi.
Elle a trouvé cette école, et moi, comme j'étais passionné par la musique, vraiment, c'était mon goal ultime d'intégrer cette école. Et du coup, pour intégrer l'école, il fallait un diplôme niveau 5. Donc, peu importe le diplôme, il fallait que j'en ai un, mais c'était pas mon projet de vie, mon vrai projet de vie. Bon, après, je me suis retrouvé en vente action marchande. Je sais pas si ça existe encore, c'est les BEP VAM. Et bon, bah, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais pas du tout scolaire. En fait, il se trouve que si, parce que maintenant j'adore apprendre des trucs et tout, c'est juste que la méthode, c'était pas la bonne. Et en fait, Mm. je comprenais pas les choses qu'on apprenait, à quoi elles allaient me servir plus tard, parce que moi, je voulais être DJ, tu vois. Et c'est pour ça que, enfin, tu vois, euh, je pense que le système scolaire est pas super bien fait, parce que maintenant je te dis maintenant, mais pareil, il y a 10 ans, hein, quand j'ai monté Tiller, parce que Tiller a 10 ans, il y a 10 ans, quand j'ai décidé de ce que je voulais faire et d'avoir mon projet de vie, là, à ce moment-là, j'étais prêt à aller en cours et à apprendre plein de choses qui pourraient m'aider pour mon projet, tu vois. Mais bon, à cette période-là, j'étais pas encore conscient de tout ça et de ce que je voulais faire. Du coup, j'ai fait un BEP vente action marchande. Je l'ai eu assez difficilement parce que je me suis fait virer de pas mal de lycées professionnels parce que je foutais pas la merde, mais enfin, je faisais le clown et puis je dormais pas mal en cours et puis, enfin, bon, j'étais pas un bon élève, tu vois. Et du coup, j'ai eu ce diplôme et j'ai fait l'école rentrée, c'était sur concours, tu vois. Et du coup, tu viens avec, c'était à Lyon. Je suis parti tout seul avec ma boîte de vinyle et puis là, tu passes une audition un peu comme tu sais, genre nouvelle école ou tous les trucs comme ça où il y a un jury. Ouais, stylé. Il y a un jury, il y a plein de mecs qui veulent intégrer l'école pour la prochaine session. Et toi, tu as 5 minutes avec des platines et tu sais, tu dois montrer ce que tu sais faire, aussi bien au micro, aussi bien. Enfin, tu vois, ce bac, je dis un bac DJ, mais ça englobe plein de trucs, tu vois. Tu apprends à faire de la MAO, c'est la musique assistée par ordinateur, on t'apprend à faire de la lumière, on t'apprend à faire plein de trucs comme ça. Et même Tout ce qui va autour, ouais. ouais, à t'ouvrir musicalement, parce qu'en fait, ils t'apprennent pas à être un DJ, genre. Ils t'apprennent pas à être David Guetta. Ils t'apprennent à être un DJ qui peut s'adapter à toutes les situations, parce que maintenant c'est devenu un vrai métier, tu vois. Oui. Et c'est pas que un métier artistique, même s'il y a des côtés artistiques, mais tu sais, il y a plein de DJ qui sont DJ de mariage, et en fait ils mixent pas ce qu'ils aiment toute la journée, tu vois. Et en fait, bah tu vois, on avait des cours d'éducation musicale sur de la funk, du rock, de la musique électronique. Moi à l'époque j'étais vachement fermé, j'écoutais que du rap, vraiment que du rap et limite que du rap français. Et du coup, d'intégrer cette école, bon, euh, techniquement, j'étais assez doué parce que ça faisait longtemps que je révisais, en fait, que je vivais pour ça. Et du coup, je suis arrivé, j'ai même pas eu à faire les 5 minutes. Au bout de 2 minutes, ils ont coupé le son, ils m'ont dit non, mais c'est bon, arrête, t'es pris, tu vois. Ah Mais ouais, génial. ouais, c'était assez ouf et j'étais un des plus jeunes sur le truc et puis enfin pour moi c'était une vraie première reconnaissance de ouais, je sais faire un truc de mes mains, et puis dans un cadre un peu scolaire en fait, Ouais. parce que jusqu'ici moi les cadres scolaires c'était pas la folie, tu vois. Et du coup ouais, voilà, du coup j'ai intégré cette école et après cette école j'ai voyagé grâce à mon savoir-faire. J'ai fait Barcelone, j'ai fait Londres, j'ai fait Marseille, où j'ai habité à chaque fois. J'ai trouvé des boîtes où j'étais résident. Et puis je suis revenu à Paris et j'ai re-rencontré Black M de la section d'assaut qui cherchait un DJ et hop, ça s'est fait. Et du coup, après cette histoire de section d'assaut, je me suis dit, bon voilà, t'as beaucoup travaillé, t'as beaucoup bougé, t'as rien construit encore de vraiment concret. Bah là, il te faut un appart, il te faut un truc. Bah, maintenant, c'est encore dur en tant que DJ de trouver un appart, mais à l'époque, c'était genre mission impossible, tu vois. Parce que pas de fiche de paye, je crois pas qu'il y avait encore les statuts d'auto-entrepreneur, c'était encore un truc différent, donc c'était Mm. très compliqué, et même en tant qu'auto-entrepreneur, c'est déjà très dur d'avoir C'est un une appart, galère. c'est une galère, donc t'imagines à l'époque, donc en fait c'est le système qui a fait et puis aussi mes parents, enfin tu vois, même ma mère qui m'a beaucoup poussé dans ma dans mon art en fait, qui a compris.
Même elle, au bout d'un moment, elle s'inquiète, tu vois. Elle dit, ouais, bah, faut que tu aies un truc un peu stable, tu vois. Ça va être, tu t'es bien amusé. Et maintenant, voilà. Du coup, j'ai cherché des petits tafs, entre guillemets, classiques. Et je me suis retrouvé dans une étude, Archiviste. archiviste dans une étude de notaire. J'ai archivé les actes notariés. Ça a duré 1 an et demi, je sais plus, un truc comme ça. Et T'es resté longtemps. ouais, mais attends, après j'ai fait un autre truc encore plus ouf. Non, mais parce que ça te correspond, mais genre pas du tout. Pas du tout, mais tu vois, j'étais rentré dans un truc où T'avais envie de te structurer? ouais, je crois que j'avais 20 ans, 20 ans, 21 ans. J'avais déjà fait pas mal la teuf. Mes parents, enfin, tu vois, j'étais un peu un cassos, ils comprenaient pas du tout mon mode de vie. Je vivais j'avais un appart, je louais un appart dans le 17e, c'était un 20 mètres carrés, on était à 5 ou 6 dedans. Enfin, ils comprenaient pas du tout mon mode de vie. Et du coup, en fait, je suis resté assez longtemps, mais en fait, ça m'a structuré. Et puis mes parents étaient fiers de moi. Et puis, tu vois, il y a un truc où, bon, je me faisais chier à mon travail, tu vois, bien sûr. Euh, et encore que je rencontrais quand même, tu vois, c'est différent que, tu vois, parce qu'à l'avant, j'avais déjà fait le McDo et les trucs comme ça. Là, c'est quand même différent. T'es dans un cadre de travail, t'es chez des notaires. C'est des gens qui sont pas mal cultivés. Ils étaient assez ouverts d'esprit. Et du coup, bah, je pense que cette période de ma vie, elle m'a appris pas mal de trucs quand même qui me servent encore aujourd'hui. Même au niveau. Bon, même si j'en ai plus trop besoin, parce que la voie que j'ai choisie, elle me force pas à faire forcément des efforts avec les gens. Je choisis les gens avec qui je vais travailler et tout ça. Mais à une période de ma vie, quand même, savoir bien se comporter avec des mecs du rap ou des mecs d'une étude de notaire, en fait, ce grand écart, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit qui fait que, bah, même si j'ai une casquette et que je peux pas paraître forcément super sérieux au premier abord, quand tu vas parler avec moi, tu vas capter que j'ai la tête sur les épaules, tu vois. Et du coup, ça m'a pas mal servi. Je sais plus pourquoi j'ai arrêté parce que c'était un peu une planque, j'étais bien payé et tout ça. Mais bref, j'ai arrêté et je me suis retrouvé à faire de l'éveil musical pour des enfants autistes à Sainte-Anne, tu vois. Ok. Donc Donc toujours dans la musique. ouais, bah du coup j'avais trouvé un truc qui alliait un peu Un entre-deux, ouais. un entre-deux, avoir un cadre de travail qui est assez, bah, c'était l'hôpital, tu vois, c'est Sainte-Anne, c'est pas forcément très fun. Mais c'est un vrai cadre de travail, tu vois, encore pour la reconnaissance de la famille, etc. Mais j'alliais avec bah, ma passion qui était la musique. Et en plus de ça, travailler avec des enfants autistes, c'est pas une vocation pour moi, tu vois, c'est pas un truc. Mais en fait, ça m'est tombé dessus et j'ai adoré en fait ce côté humain et d'avoir l'impression de servir à quelque chose, tu vois, vraiment, parce que quand t'es archiviste ou DJ, bon, c'est très cool, enfin, archiviste moins cool, mais bon, t'as pas l'impression de servir à grand chose, quoi. Ouais, je vois. Encore que DJ aussi, bien sûr, tu as l'impression d'éclater les gens et puis ça fait plaisir. Mais là j'ai trouvé quelque chose de complètement nouveau euh, dans, dans mon plaisir au travail, en fait, de travailler avec des enfants, d'avoir l'impression d'aider les gens. Enfin, tu vois, j'ai l'impression. Et puis, je vais pas te mentir, quand tu sors dans un bar et que tu dis que tu fais ça, bah, les gens disent, ah, c'est trop mignon, c'était cool. C'était un peu ma technique de drague de l'époque, tu vois. C'est ce que j'allais te demander, j'en étais sûre. Ouais. Bah, et on fait avec ce qu'on a, tu vois. Non, 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 mais t'as raison. Mais effectivement, je pense que c'est une expérience au final qui a donné aussi du sens à ta vie et qui voilà. te Et remettait. paradoxalement, c'est vraiment grâce à cette expérience de travail que c'est ce qui m'a donné la force de monter Steeler. Je m'explique. En fait, quand tu travailles pour l'hôpital, t'es fonctionnaire. En fait, t'as 1 an de mise à l'épreuve à peu près, et après, si tu valides t'es fonctionnaire. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un truc à passer. Je l'avais passé parce que c'est vraiment le niveau, il est pas, tu vois, c'est pas super glorieux de passer ce truc-là parce que c'est assez facile. Et du coup, tu deviens fonctionnaire. Du coup, quand tu es fonctionnaire, tu peux pas te faire virer. Donc, t'as une sécurité de l'emploi
qui est assuré toute ta vie. Et en plus de ça, tu sais à peu près, dans 5 ans, je gagnerai tant, dans 10 ans, je gagnerai tant, dans 20 ans, je gagnerai tant, et ma retraite, ça sera tant, tu vois. Et en fait, tu peux planifier ta vie sur 25-30 ans, et ça m'a fait flipper, mais de ouf, tu vois. Genre, mes collègues de travail, tu vois, ils disaient, ouais, dans 1 an, j'aurai assez pour mon crédit pour acheter une maison ici, et puis c'était au même endroit que tous mes autres collègues et tout ça. Et ça m'a mis une angoisse, mais genre, tu peux pas t'imaginer. Et genre, c'est vraiment ce déclic-là qui a fait que je suis sûr que je vais pas rester là. Je suis sûr que je vais tout tenter pour faire autre chose. Et cette période-là, tu vois, c'est pile à ce moment-là que j'ai eu l'idée de Tiller, tu vois. Et Elle t'est venue comment cette idée d'ailleurs de lancer Tiller? D'ailleurs, tu peux expliquer rapidement ce qu'est Tiller pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est dealer de t-shirts. En gros, et en fait, à l'époque, pour arrondir mes fins de mois, je vendais un peu de weed, tu vois. Et en vrai, j'adorais faire ça. Pas pour le côté illégal, hein. C'est que j'avais un relationnel avec mes clients qui était assez exceptionnel, tu vois. J'avais en contact des DJ, des rappeurs, des mecs qui sortent en club, et puis j'arrivais à créer une toile entre tout ça, où le mec, t'es DJ, tu mixes ce soir, tu vas là, moi ça m'intéresse pas, mais j'ai des potes, et puis tu sais, je prenais des listes là, j'amenais, tu sais, j'étais Huggy les bons tuyaux, tu vois. Parce que je travaillais de 6h du matin à 14h à l'hôpital, et à 14h, je commençais ma vadrouille, j'allais à droite à gauche et tout ça, et c'était pas bon, c'est vrai, il y avait un aspect financier là-dedans, tu vois, dans ce côté légal que je faisais, mais c'était vraiment plus pour avoir une excuse pour aller parler aux gens, pour me faire du relationnel. Et du coup, dans ma tête d'entrepreneur, je m'étais dit, j'ai commencé à travailler, à rencontrer Alex à ce moment-là, tu vois, mon associé de maintenant que tu connais aussi. Ouais. Et dans ma tête, Alex qui avait déjà une marque de vêtements qui s'appelait Les Filles 2, c'était un truc pour les meufs parce qu'il avait repéré une niche et tout ça. Mais je trouvais ça cool, mais je captais qu'en fait de vendre un produit qui te correspond pas à toi, c'est un peu relou au final, tu vois. Bien sûr. Même si tu as repéré une niche et que tu t'es sûr que tu peux faire de l'oseille, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent réussir, mais moi, c'est pas mon truc, tu vois. Et du coup, dans ma tête, comme j'adorais ce relationnel que j'avais avec les clients, je cherchais un business avec un produit de consommation. C'est-à-dire, comme la weed, quand tu l'as fini, tu me rappelles. Du pain, enfin, tu vois, t'as fini en récurrent, quoi. En récurrent, c'est un produit de consommation. Et du coup, ça m'a bloqué peut-être 1 an et demi, parce que j'étais persuadé que je voulais trouver un business autour d'un truc où je pourrais être un peu le dealer de quelque chose, mais il fallait que je trouve un produit de consommation, tu vois. Et je ne trouvais pas. Genre, je ne trouvais pas. Bon, maintenant, il y a le CBD, tu vois. Maintenant, c'est devenu évident, tu vois. Mais à l'époque, je ne trouvais pas. Et un jour, je sais pas exactement à quel moment ça arrivait, tu vois. Et on parlait avec Alex de monter un truc, mais on trouvait pas le nom. Et enfin, bref. Et un jour, je pensais à dealer de t-shirt, tu vois. J'étais sorti de mon produit de consommation. Mais, et ce nom-là, je me rappelle, j'ai trouvé dans le RER, en allant au taf. Et tu vois, je l'ai noté dans tous les sens. Au début, je l'avais écrit T-E-E-L-E-R comme les t-shirts, tu vois. Et j'avais une pression de le dire à Alex parce que j'avais peur qu'il aime pas le nom, tu vois. Ouais, je vois. Et genre, ça m'a pris longtemps à lui dire, tu vois. Et c'est-à-dire, je le voyais, Alex, parce que très souvent après mon taf, j'allais, lui, là, il travaillait déjà dans le sentier avec son père, avec la marque Les Filles 2. Et moi, ça m'intéressait, tout ce milieu-là. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, même maintenant, t'es très amis avec Alex, tu vois. On s'est rencontrés, ça a été assez fusionnel. Il avait ce côté entrepreneur, il avait de l'avance sur moi, en fait, Alex, parce que sa famille est baignée dedans. Et pour lui, c'était évident qu'il allait faire des vêtements, tu vois. Moi, c'était pas évident du tout. Moi, je cherchais le produit, et peu importe ce que c'est. Et donc, on était assez fusionnels. Et du coup, j'avais envie vraiment que ça lui plaise. Du coup, j'ai mis longtemps à lui balancer le truc, tu vois. Et je me rappelle, un jour, on était bloqués dans les embouteillages. On allait de son taf à lui. À l'époque, j'étais dans une coloc avec 7 ou 8 personnes, tu vois.
Donc on allait là et puis on était bloqué dans les embouteillages. À un moment, je vais lâcher le truc, tu vois, comme si je venais de le trouver à l'instant. Et il a adoré et puis le truc et puis après c'est parti, tu vois. Et après de fil en aiguille, et ben voilà, j'ai lâché mon taf. Enfin, on a acheté une machine à imprimer des t-shirts qui rentrait pas je sais pas si tu as vu mon post LinkedIn, mais en gros on a mis toutes mes économies, toutes ces économies dans une machine pour imprimer des t-shirts. Et elle était livrée à ma coloc, tu vois. Et en fait, elle rentrait pas par la porte. Vous avez fait comment? Bah, genre, heureusement que dans ma coloc, il y avait des mecs qui faisaient, tu sais, ils faisaient de la régie dans le cinéma. Enfin, ils étaient machinaux, pas de la régie. Mais... Du coup, ils sont mis sur le toit de la maison avec des sangles. On l'a fait passer de l'autre côté et il y avait une entrée par le jardin. On a réussi à la faire entrer. Enfin, tu sais, c'est genre le niveau 1, le mec il s'est même pas rendu compte que la machine ne rentrait pas chez lui. J'ai mis toutes mes économies et genre la machine elle a été livrée. Je me rappelle, le ciel commençait à s'assombrir et il allait pleuvoir, tu vois. Et je disais, c'est pas possible qu'on soit si con, tu vois. Le premier jour, le premier truc et on a failli tout foirer, tu vois. Mais bon après ça fait partie des belles histoires qu'on peut raconter dans tes podcasts, tu vois. Par exemple. Non, mais voilà, ce truc-là montre bien que on était un peu, on mettait un peu la charrue avant les bœufs, mais c'est un peu comme ça qu'on montait un projet, tu vois. Ouais, mais je pense que d'ailleurs c'est quelque chose de positif parce qu'au final, tu vois, tu fais avant de réfléchir. Moi, je suis un peu comme vous là-dessus. Je fonce. Je préfère faire les choses plutôt que de me poser trop longtemps et de réfléchir. Alors bien sûr, parfois, tu peux avoir le contre-coup, mais in fine, au moins tu fais les choses, t'as la dalle et c'est comme ça que t'avances. Je trouve. Tu vois, à cette période-là, j'avais encore mon taf, ce que je te disais, je parlais à mes collègues de ça, mais ils me prenaient pour un fou. Non, mais vraiment, ils me prenaient pour un fou. Tu vois, j'achète des imprimantes, je vais faire une marque, je vais être dealer de t-shirts. Et tu sais, franchement, je me mets à leur place, je me serais pris pour un fou aussi, parce qu'avec du recul, c'est quand même, j'étais vraiment matrixé par mon idée et surtout, j'étais matrixé par le fait que je ne voulais pas avoir cette vie-là de rester fonctionnaire et de faire ça, tu vois. Et du coup, je me suis lancé toutes mes économies, tout ce que je faisais, c'était en rapport avec ça. Donc à cette époque-là, je jonglais encore entre le taf et être dealer de t-shirts, parce qu'à ce moment-là, j'ai lancé la page Instagram et ça a pris direct. Genre très vite, on a eu... mais quand je fais très vite, c'est genre 10 jours, on avait 10 000... c'est à l'époque, il n'y avait pas de compte Insta. C'était des pages fans. Oui, exact. Ouais, ça remonte. Hein. Ouais, c'était des pages fans Facebook. Et en fait, la magie de Facebook à l'époque, c'est que quand tu avais 10 000 fans et que tu faisais un post, non seulement tes 10 000 fans voyaient ton post, tu vois, il n'y avait pas de truc de reach, mais dès que quelqu'un likait ton post, tous ses amis, il y avait marqué votre ami Marion a liké ce post, il peut peut-être vous plaire. Donc tu vois, quand tu avais 10 000 fans, tu avais un reach, je sais pas, de 100 ou 200 000 sans mettre une seule pub, tu vois. Mais attends, question, comment vous avez fait pour passer de 0 à 10 000 fans en l'espace de quelques jours, surtout à cette époque? Comme ça. En fait, notre premier post, je crois qu'il y a encore, c'est... en fait, j'avais fait des cartes de visite que j'avais rentrées dans des petits pochons. Donc, c'était mes cartes de visite. Et il y a marqué dealer de t-shirt avec un numéro de téléphone. Tu vois. Et je crois qu'il y avait le lien de la page Facebook. Voilà. Moi, j'allais dans tous les clubs. Donc, tu vois, je travaillais la semaine, la nuit, j'allais dans les clubs, tu vois. Je me rappelle, le mercredi soir, c'était gratuit au Rex à l'époque. Enfin, tu vois, j'allais partout. Et je me comportais comme un dealer de coke. Sauf que je donnais des pochons. Des cartes de visite. Des cartes de visite, tu vois. Du coup, les gens allaient sur Facebook, liker, trouvaient que c'était marrant, tu vois. On a eu ce petit mini buzz comme ça, mais vraiment très vite. Et tu sais, après, quand t'as 10 000 fans, voilà, t'es installé, tu vois. Et mon téléphone sonnait. Très souvent, en fait, les gens m'achetaient pas de t-shirt, tu vois. Mais juste. Ils t'achetaient quoi alors? Rien. En fait, ils m'achetaient rien, mais en fait, ils testaient l'expérience. Moi,
J'arrivais en vélo, avec mon sac à dos, voilà, j'ai ça comme t-shirt et tout ça. Et à l'époque, on n'avait pas encore de designer, tu vois. Les t-shirts, c'était moi qui les faisais. J'avais fait Steve Urkel avec marqué Wesh. C'était notre premier t-shirt. J'en ai vendu bon, je te dis des fois, j'en vendais pas, mais ça arrivait que j'en vende aussi, tu vois. Et j'en ai vendu de main à la main. Et puis très souvent, on m'appelait, ouais, il y a mon pote qui m'a dit que je pouvais le t-shirt, nanana. Puis là, j'ai commencé à me dire, bon, bah, tiens, les t-shirts, ça me coûte à peu près un peu moins de 10 euros, tu vois, ça me coûtait environ 5-6 euros. Vas-y, je vais appeler mon cousin qui est à Vitry. Je sais qu'il a plein de potes, qu'il a un autre réseau que nous. Lui, il était moins âgé que moi, mais il était encore au lycée, tout ça. Je dis, vas-y, viens, j'ai un plan à te proposer. Il est venu chez moi. Je dis, regarde, vas-y, je te fais des t-shirts, tu vois. Je te les vends 15 euros. Toi, tu les vends 25. Ça te fait 10 euros par t-shirt. Même si tu vends, à l'époque, tu vois, même si tu vends du shit, bah, tu te feras pas autant d'argent, en fait. Sur une barrette, tu te prends pas autant de marge. Du coup, il a kiffé, il m'a pris 10 t-shirts. Après, il venait avec ses potes. Et d'ailleurs, tu vois, mon cousin, il travaille toujours avec moi à Tiller. Tu vois, c'est le mec que tu connais, c'est Xavier. Et ses potes, il y a Kevin qui travaille encore avec nous. Il y a Marc qui a commencé en stage chez nous et qui a été notre graphiste pendant longtemps. Enfin, tu vois, c'est encore. Il y a un réseau, ouais, il y a un réseau qui s'est créé. Marc, Ouais. je travaille plus avec lui, mais tu sais, en fait, il m'a ramené des gens avec qui on a travaillé et tout. Et tu vois, à cette époque-là, pas du tout digital. Enfin, uniquement sur Facebook, pas d'Instagram, pas de site internet. Que du bouche à oreille. Et à ce moment-là, en termes de chiffre d'affaires, si on peut en parler comme ça, tu penses que vous faisiez combien? Là, pour l'instant, vous aviez pas grand-chose. Ouais, je sais pas, on devait faire 1000, 2000 par mois, tu vois. Ah, c'est pas mal en vrai. Ouais, oui, c'est pas mal, mais après, il faut dire que à l'époque, et ça, c'est une technique de marketing que maintenant j'utilise, mais à l'époque, je n'étais pas conscient. Mais en fait, je m'en foutais de la marge. En fait, ce que je voulais, c'était faire parler de moi. Mais c'était pas dans une réflexion de stratégie digitale, de trucs, vas-y. C'était pas comme ça. C'était, vas-y, il faut qu'on rachète des pochons. Il y en a pour 3000 balles. Mais tu sais, à l'époque, je travaillais encore. Tu vois? Ouais, donc tu avais de l'argent à investir. Ouais, pas de ouf, mais bah, j'avais arrêté les bêtises, tu vois. J'avais arrêté la weed et tout parce que je pouvais pas gérer ces trois trucs. Et un jour, ce qui a fait que j'ai quitté mon taf et tout ça, il y a Combini, qui à l'époque était pas du tout le site qu'on connaît maintenant. C'était un site où t'allais dessus, t'avais des vidéos qui se lançaient random. C'était du contenu qu'ils créaient eux. C'était pas du tout le site que tu connais. C'était un site vachement créa où quand t'arrivais, t'avais pas le choix de rien. C'était des vidéos qui se lançaient et c'était du contenu. Je me rappelle, il y avait une vidéo qui s'appelait Dans la poche 2. Et en gros, c'était une journaliste qui allait voir des rappeurs ou n'importe qui demandait, voilà, qu'est-ce que t'as dans les poches? Et elle filmait, et les personnes sortaient, voilà. Et puis je me rappelle, il y avait Booba à l'époque, il y avait 2 Blackberry, trucs. Et tu sais, c'était des petits contenus comme ça, c'était les prémices de tout ce qu'on voit maintenant, tu vois. Et il m'appelle, et moi, attention, à cette époque-là, je ne connaissais pas Combini. Je ne connaissais, tu vois, j'ai découvert. Il m'appelle, ouais, voilà, on aimerait bien que tu viennes nous livrer un t-shirt, tu vois. Je dis, ok. Leur bureau, ils étaient à Répu à l'époque. Là, c'est mon premier vrai choc dans le monde du travail. Parce que j'arrive, je sonne. Bah déjà, j'arrive complètement transpirant parce que je suis en vélo. Je veux pas qu'on me vole mon vélo. Du coup, je monte en rendez-vous avec mon vélo. N'importe quoi, tu vois. Attends, on est chez Combini, ça peut peut-être changer ma vie, mais je ne savais rien de tout ça, tu vois. Et là, j'ouvre la porte, enfin, on m'ouvre, et là, je trouve, c'est un appartement haussmannien, tu vois, je crois que c'est leur premier bureau, c'est un immense appartement haussmannien. Là, je vois le premier open space que je vois de ma vie, tu vois, avec des baby-foot, il y avait un billard dans l'entrée, aux couleurs de Combini et tout ça. Et là, je pète un câble, hein, tu vois. Genre, moi, j'avais jamais vu ça. Moi, je travaille à l'hôpital, je vais dans le sentier, et je livre des t-shirts. Là, j'arrive dans un monde, mais qui est totalement inconnu pour moi, tu vois. 2 salles, 2 ambiances. Ouais, vraiment. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, il y a moyen de travailler dans un bureau et que ça soit cool aussi, tu vois. Parce que pour moi, j'avais vraiment. Et puis ça, en fait, tout ça à l'école, bah, à l'époque, on te l'apprend pas, tu vois.
Pour moi, c'était soit tu te fais chier derrière un bureau, soit tu travailles avec tes mains. Mais il n'y avait pas moyen de. En fait, ce que j'ai vu ce jour-là, vraiment, je me suis dit, waouh! Ils travaillent à Disneyland, les mecs, tu vois. Il y a un baby-foot, il y a des salles d'arcade et tout. Et puis, j'arrive, j'ai rendez-vous à. Je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais je suis désolé pour lui parce que je l'ai cité plein de fois dans les interviews parce que pour le coup, il a été vachement important dans l'histoire de Tiller. Mais ce mec-là qui m'a appelé, qui était plutôt haut placé chez Combini, du coup, il me prend dans son bureau parce que c'est un des seuls mecs qui est pas dans l'open space, qui est dans un bureau. Et il me dit, vas-y, bon, qu'est-ce que t'as à vendre et tout. Et puis, du coup, je lui fais ma déballe, tu vois. Je sors mon t-shirt, je sors le truc, nan. Et il me dit, à la fin, il me dit, ouais, écoute, c'est génial. Voilà, j'ai pas voulu te le dire avant, mais t'as été filmé, en fait. On t'a filmé et on aimerait bien diffuser la vidéo, tu vois. Sur le site. Ouais, sur le site en question, qui est un site assez niche, mais enfin moi je m'en rends pas compte parce que je suis pas dans ce monde-là, mais tu vois à l'époque j'ai essayé de rentrer au social club, je me suis calé, enfin tu vois j'étais pas j'étais pas in, il y avait tout ce truc-là, mais moi je en faisais pas partie, tu vois. Je connaissais pas Combini, je connaissais pas tout ça. Du coup, je me suis dit, oh, bah ok, tu vois, trop bien et tout, vas-y, mais mettez bien mon numéro de téléphone à la fin, tu vois, moi j'étais dans mon truc de business, tu vois. Là, il diffuse la vidéo, et là, du jour au lendemain, mon téléphone, il fait que sonner, mais vraiment que sonner. Et là, je me rappelle, c'est Alex qui me dit, bah, enfin, tu sais, arrête le taf, tu vois. Enfin, tu vois, ou mets-toi en arrêt maladie, ou enfin, tu vois, fais quelque chose, tu vois. Du coup, j'appelle un Parce pote. que, parce que à ce moment-là, enfin, il y avait que toi dans l'opérationnel ou Alex, il était aussi dans l'opérationnel? Bah, il était plus. Lui, il avait encore. Il était aussi encore avec son taf, les filles 2. Ok. Mais en fait, à cette époque-là, Alex, il avait son projet. En fait, je sais pas comment dire. Il était dans Tiller, tu vois. Mais c'est plus qu'il me donnait un coup de main que. Enfin, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, tu vois. Mais lui, il avait son truc qui marchait. Tu vois, je me rappelle très bien, tu vois. En fait, ce qu'il faisait, il arrivait à avoir des stands dans des trucs qui s'appellent genre ça s'appelait la Tech Me Out à l'époque. C'était un truc de jeunes créateurs. Tu venais et c'était un week-end. Et lui, il achetait un stand de 10 mètres carrés et il consacrait 2 mètres carrés à Tiller, tu vois. Et en fait, il me mettait sur tous les plans, mais il était avec moi, hein, tu vois. Mais sur ce truc de l'opérationnel, effectivement, prendre mon vélo et trucs, c'était pas trop son truc à lui. C'est pas un dealer, Alex, tu vois. Enfin, tu le connais. Ouais, vraiment pas. Il est plus en mode businessman derrière son bureau et tout ça. En fait, courir, transpirer, apporter des t-shirts et tout ça. euh, il a toujours trouvé que c'était très bien que je le fasse, mais c'était pas son truc, tu vois. Mais c'est aussi ce qui a marché dans notre association, c'est que chacun connaissait sa place, tu vois. J'allais pas le faire chier sur. Et d'ailleurs, bah, tu vois, je vais te raconter une histoire qui, sans lui, Tiller serait pas du tout ce que c'est à l'heure actuelle. C'est que après, justement, cette vidéo et ce buzz qu'on a créé à travers cette vidéo, Combini m'a rappelé et m'a proposé d'intégrer Tiller à Combini. Ça veut dire, il nous disait, voilà les gars, on va vous faire un site internet, vous allez on va vous mettre aussi sur notre site, on vous fait une marketplace, nanana, et genre, il m'embauche, tu vois. Il m'embauche pour faire mon projet. Mais attends, moi là, tu me proposes ça, mais moi je pète un câble, tu vois. Je me dis, mais ouah, mais c'est trop bien. Alors qu'en fait, c'était pas si bien que ça, tu vois, parce que l'avenir nous montre qu'on a bien fait de pas le faire, tu vois. Ouais. Et à cette période-là, tu vois, je dis ça à Alex, je dis, Alex, ils m'ont pris en rendez-vous, ils veulent m'embaucher, nous embaucher tous les deux, tu vois, pour qu'on monte Tiller, là-bas, c'est la folie. Tu vois, moi, je sors de l'hôpital, tu vois. Et moi, il y a une semaine auparavant, je viens de découvrir un bureau où il y a des billards et tout ça, et là, ils me proposent un taf, tu vois, pour monter mon projet, et moi, faire un site internet, j'y connais rien. Enfin, tu vois, pour moi, c'est la meilleure solution. C'est trop bien. Et là, Alex, il a la présence d'esprit et la réflexion de dire, écoute, si ça les intéresse comme ça, c'est qu'on tient quelque chose, tu vois. Et du coup, bon là, il y a eu un petit 10 jours où moi, j'étais pas du tout d'accord. Parce que moi, je voyais, tu vois, moi, je jonglais entre le taf, livraison de vélo, truc. Je me disais, mais attends, là, on me propose un truc.
Enfin, tu vois, je veux pas cracher dans la soupe, hein, je dis pas qu'ils ont essayé de nous arnaquer, Combini, ça se trouve, ça aurait été mortel aussi avec eux, tu vois. Mais ça aurait été une histoire complètement différente de ce qu'on a actuellement, tu vois. Ouais, c'est sûr. Là, j'ai été confronté par la suite à plein de problèmes d'entrepreneurs, tu vois. Là où avec Combini, j'aurais pris un ticket pour un raccourci, tu vois. Ils m'auraient mis un site, ils m'auraient mis de la pub, ils m'auraient mis, enfin, je sais. Ouais, t'aurais été beaucoup plus assisté et peut-être pas aussi libre de tes choix et de la direction que vous prenez avec Healer, parce que encore une fois, je trouve que vous avez un branding, un positionnement qui est hyper singulier, qui vous ressemble beaucoup et qui peut aussi d'une certaine manière déranger les personnes qui s'identifient pas à votre univers. Ah mais ouais, mais carrément, et puis on le voit de plus en plus, parce que maintenant on n'est plus une jeune marque, tu vois, on a 11 ans, et bah, il y a des trucs qu'on fait maintenant qu'on a toujours fait, euh, et sur les réseaux, ils sont pas forcément compris, tu vois. Tu vois, Moi, par exemple. bah là, dernièrement, on a détourné le logo Artérix, j'ai mixé Artérix et Bart Simpson, tu vois. Hmm. Donc ça, dans le streetwear, ça s'appelle un bootleg. En gros, si tu prends un truc qui existe déjà et tu le détournes à ta sauce. Ça a toujours existé. Supreme le faisait pendant des années. Avant de faire la collab avec Louis Vuitton, Supreme a eu un procès avec Louis Vuitton parce qu'ils ont détourné le monogramme, etc. Tu vois, c'est un truc dans la culture du streetwear qui se fait beaucoup. Ok. Alors, c'est quelque chose que les fans de streetwear, pas de la première heure, connaissent. Et du coup, bah, quand tu as une marque qui pète comme Arc'teryx, tu vois, et bah forcément, tu vois, je vais parler d'un exemple concret. Tu vois, nous, on a pensé à faire ça. En fait, on a tout un truc de marque qu'on détourne autour de Bart Simpson. Tu vois. On a Cactus Bart, tu vois, pour Cactus Jack. Et tu vois, chercher des nouveaux trucs. Et puis là, il y a Arc'teryx qui commence à buzzer, qu'on en commence à en voir partout. Et j'ai cette idée de Bartérix, tu vois, de reprendre le logo de Artérix, de mettre le squelette de Bart et tout ça. Le temps que ça se mette en place et tout ça, il y a un mec qui s'appelle Théma Lapère qui sort un détournement aussi de Artérix. Et en parallèlement à ça, il y a un mec bah, que je parlais tout à l'heure, Marc, qui fait de la promo pour son prochain truc où il détourne Artérix aussi. Mais en vrai, Fine, en fait, c'est dans le monde du bootleg. Tu vois, en fait, c'est normal qu'on ait les mêmes références et les mêmes idées en même temps si on était éduqué pareil dans ce monde de détournement et de trucs comme ça, tu vois. Et du coup, on sort, nous, le t-shirt, et il y a plein de gens qui disent ah ouais, c'est une copie de Théma Lapère, ah ouais, c'est une copie de Si je ne suis pas là, ah ouais, ça ressemble beaucoup à Artérix quand même, tu vois. Et en fait, bon, bah, bien sûr, ça me fait pas plaisir quand je vois ce genre de commentaires, mais c'est des gens qui étaient pas là, qui connaissent pas l'historique de la marque, parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on a toujours fait. Et si on voulait, si je voulais chipoter et répondre aux commentaires, mais on le faisait bien avant beaucoup de gens en France. On l'a toujours fait. Ça fait partie de notre ADN. C'est les premiers t-shirts qu'on a fait, c'est ça, tu vois. C'est détourner Ikea, détourner. À l'époque, moi, tu vois, je me permettais des trucs à l'époque que je me permettrais pas aujourd'hui, mais à l'époque, les gros trucs du streetwear, c'était Supreme et Pigalle, qui avaient tous les deux un box logo bien défini. Tu vois, quand tu reconnais de loin, même si tu n'arrives pas à lire. Et moi, j'ai tout inversé. J'ai pris le logo Pigalle et j'ai marqué Suprême. J'ai pris le logo Suprême, j'ai marqué Pigalle. J'ai sorti des t-shirts. Bon, en gros, dans le monde d'aujourd'hui, ça se fait pas, tu vois, parce que trop de respect pour Pigalle, trop de respect pour Suprême et tout ça. Mais en fait, moi, à l'époque, quand je fais ça, j'y connais rien. Je sais même pas c'est quoi la Fashion Week. Je fais ce qui m'amuse, tu vois. Et en fait, c'est ce qui a fait qu'on a marché parce que, en fait, on respectait pas les codes. Des mecs qui se disaient ouais, on va pas détourner Pigalle, c'est des mecs de Paris et tout ça. Et puis tu vois, Pigalle, c'est Stéphane Hachepoul. Des années plus tard, je l'ai rencontré et mais en fait, lui, il m'en a jamais tenu rigueur, tu vois, de ses détournements et tout ça. En fait, lui, qui est quelqu'un qui connaît bien le streetwear, c'est très bien que ça fait partie du jeu. Que c'est comme ça, les détournements et tout ça. Là, très vite sur les réseaux, tiens, ah, il a copié de lui, ah, il essaye de prendre le buzz de lui. Mais non, c'est pas ça, les gars. C'est Et quand tu fais des mix de cette manière, est-ce que, j'imagine qu'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas. Et si c'est le cas, est-ce que, je sais pas, vous avez déjà eu, je sais pas, à la limite du procès, enfin, des gens qui on a vous déjà eu des procès, ouais. menacent?
Ouais. Ouais, Ça se ouais. passe comment? Bah, bah, il y a le truc soft. Tu sais, comme on imprime tout en interne et tout ça, on fait souvent en flux tendu. Donc, je te donne un exemple cool. Rihanna, tu vois. Il y a quelques années, il y a eu un leak je sais plus de quoi, mais il y a plein de photos de stars qui sont sorties nues. C'était le cloud. En fait, ça avait piraté tout leur portable. Tu vois. Il y a des photos de Rihanna qui sont sorties où elle était nue. Du coup, on a sorti un t-shirt avec ses photos où elle était nue, mais l'avait rhabillée en tiller, en fait. En fait, on Ah, lui avait génial. rajouté des vêtements, tu vois. Ok. Alors, je sais pas comment elle fait et quel service juridique elle a. Le lendemain qu'on sort le t-shirt, lettre d'avocat. Tu vois, direct. Lettre d'avocat, nanana. Ils veulent savoir combien on en a vendu, truc, le retirer de la vente, détruire le stock. Du coup, nous, dans ces cas-là, on répond, écoutez, tu vois, on l'a sorti hier, on le fait en flux tendu. Jusqu'ici, on en a vendu une centaine, ou je sais pas, je me rappelle plus du chiffre. Voilà, ça représente tant. Et en général, tu vois, en fait, c'est le truc, il est tué dans l'œuf. Après, il y a d'autres cas où, par exemple, j'ai détourné Tommy Hilfiger et j'ai marqué Tony Montana. J'ai gardé le logo, tu vois. Je le sors en flux tendu et tout ça, ça marche bien. La Citadium le voit et nous fait une commande. Une énorme commande. Je sais plus combien. Je te dis énorme, mais ça doit être aux alentours de, je sais pas, 50 000 euros peut-être, tu vois. Du coup, à ce Quand même. moment-là, moi je l'ai sorti, Tommy Hilfiger, il m'a pas cassé les couilles. J'ai besoin d'en faire beaucoup. Du coup, je vais le faire en usine. Je fais des hoodies, je fais des trucs. La pièce, elle est plus travaillée. Il y a de la broderie et tout ça. Ça arrive dans les rayons de Citadium. Et là, on a quoi? Huissier qui arrive dans notre bureau. Levez les mains de vos ordis, touchez à rien. On va saisir les ordinateurs pour la compta. Et il arrive dans le bureau de Tiller, tu vois commencer. Je dis, mais t'es un malade, toi. Vas-y, dégage, tu vois. Je dis, t'es un ouf. Je dis, mais je m'en fous de ton truc. Vas-y, personne t'ouvre. Pas agressif, tu vois. Mais en fait, je répondais sur le même ton que lui, il avait. Tu vois, j'ai pas dit, vas-y, casse-toi, connard, ou quoi. Mais lui, il arrivait un peu en mode, genre, Avec ses police. grands sabots. Ouais. Et moi, j'ai répondu un peu sur le même ton. Il se barre, il se trouve que, genre, 5 minutes après, il débarque avec les keufs, tu vois. Police, c'est un vrai huissier, levez les mains, plus personne touche aux ordinateurs, pour au cas où on est en train d'effacer les comptes et tout ça. Et là, saisie d'un ordinateur de compta, trucs, photos à Stadium, les preuves, les trucs. Et là, amende, tu vois. Amende calculée sur le nombre de pièces qu'on a vendues, etc. Amende qui doit être aux alentours de 15 000 euros à l'époque. Mais tu vois, c'est énorme. Enfin, Ouais, c'est énorme. Mais ça représente combien par rapport au chiffre d'affaires que vous aviez généré? je sais pas, peut-être 10%, tu vois, 10-15%. Ok. En général, en fait, il y a deux trucs. Il y a soit, en fait, ils se disent, bon, ils ont été malins, c'est cool, on va gratter sur ce qu'ils ont fait, ou soit ça porte préjudice à la marque, Hmm. et là ils sont pas contents du tout, et là c'est amende, etc. Tu vois. Mais là dans le cas où on l'a fait, en fait, bon, je pense pas que Tony Montana ce soit un truc qui représente vraiment la marque Tommy Hilfiger, mais dans la manière dont on l'a fait, vraiment ça ressemblait à un t-shirt Tommy Hilfiger, et la qualité elle était bonne, Stadium on avait acheté beaucoup, ils se sont dit vas-y, pour rentrer dans le truc, on va... Tu vois, ils n'ont pas stoppé les ventes, tu vois. Ouais. Et du coup, ça veut dire que vous, quand vous faites ce genre de collection, disons, vous prenez en compte cette potentielle, Non, non, non. non, cette Non, potentielle très amende. souvent, je me dis ça va passer. Ok. Très Et ça souvent. passe dans combien de pourcents des cas? Bah, en fait, avant, ça passait quasiment tout le temps. Et comme on a grossi, on a beaucoup plus d'exposition. De... Ouais. Du coup, c'est devenu plus compliqué. Mais tu vois, ça a amené des belles histoires. Pendant le confinement, je sais pas si tu te rappelles, il y a une meuf qui faisait, je sais plus son nom, mais elle disait, ouais, c'est les cités de France, Narvalo. Elle disait, ouais, c'est carré comme un kiri, tu vois. Ouais. Elle disait ça. Du coup, j'ai sorti un t-shirt, c'est carré comme un kiri. Et le lendemain que je sors ça, je reçois un DM de la vache qui rit, tu vois, du compte La Vache qui rit, officiel, le compte. Et genre, j'ai la vache qui rit qui m'envoie un DM, tu vois.
Dit comme ça, c'est drôle. Bah ouais, non mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Tu vois, j'ai vu une notification Instagram, la vache qui rit vous a envoyé un message, tu vois. Ok, il t'envoie quoi comme message? Et il me dit ouais, on a vu le truc, nanana. Et tu vois, je commence à flipper. Je dis ouais, bah désolé, ouais, on a rebondi sur un buzz. J'explique, c'est du flux tendu. On le retire tout de suite des réseaux, tu vois. Et là, il me répond, la vache qui rit qui me répond, non mais pas du tout, on adore, on en veut. Et du coup, bah on s'est retrouvé à faire une collab officielle avec la vache qui rit, tu vois. Ça, c'est le côté marrant. Et après, il y a des trucs qui sont beaucoup plus énormes et que jamais j'aurais espéré toucher du bout du doigt. C'est je détourne Stranger Things. Quand Stranger Things sort, je sais plus, je fais un détournement, je me rappelle plus, c'était drôle. Là, j'ai Netflix qui m'appelle. Et là, ça rigole pas. En fait, Netflix m'appelle pas. Netflix appelle Stadium parce qu'ils ont repéré des t-shirts à nous à Stadium. Ils appellent Stadium et là j'ai les gens Stadium qui m'appellent, Marina avec qui je travaille toujours qui est génial, tu vois. Elle m'appelle, elle me dit ouais Jeff, il y a Netflix qui m'a appelé, il voulait savoir les t-shirts, nanana, je lui ai donné ton numéro. Et moi là je commence à flipper, ouais Netflix, hein, c'est une grosse machine, tu vois, c'est pas c'est on s'attaque à des licences, enfin tu vois, c'est un autre truc. C'est pas comme Tommy Hilfiger qui va dire OK, on prend 10% et tout. Et ben en fait, Netflix nous a dit vas-y, on cherche un partenaire pour sortir une collection Stranger Things. On a adoré ce que vous faites, on vous suit depuis longtemps, on adore ce que vous faites. On voudrait le faire avec vous. Et du coup, de là, énorme pop-up à Stadium, on refait toute une scène du film dans Stadium, c'est le canapé avec les lettres derrière et tout ça. On refait tout ça dans Stadium, payé par Netflix, tu vois. Et collab officiel, notre vrai collab officiel, tu vois, avec une licence en fait. Et bah ça sort d'un détournement, tu vois, au final. Donc oui, en fait, quand j'ai une idée, bien sûr, maintenant, j'en tiens compte. Je sais que il va y avoir des retombées. Je sais, tu vois, là, aujourd'hui, je sors un détournement de Evian, tu vois. J'ai un t-shirt avec le logo Evian, avec marqué Vivant, Higher Than Ever, tu vois. Sur un t-shirt qu'on fait produire en France. Enfin, tu sais, il y a une histoire derrière tout ça. Mais bah, je sais que potentiellement, Evian vont me tomber dessus, tu vois, quand je fais ça. Mais bah, en fait, j'ai l'impression que le jeu en vaut la chandelle. Et puis pour moi, vraiment, ça fait vraiment partie de la culture du streetwear. Le bootleg, c'est... Regarde, Market, Chinatown Market qui a changé de nom, qui s'appelle Market, c'est une marque aux États-Unis, c'est totalement assumé. Et leur t-shirt le plus vendu, c'est Call My Lawyer, et c'est appeler mon avocat avec le numéro de leur avocat, parce que ils détournent tout, ils détournent Nike, Gucci, enfin tu vois. Et eux, c'est complètement assumé. Et il s'appelait Chinatown Market. Bon, ça a changé de nom depuis parce que ça a été jugé un peu raciste, tu vois. Mais bah, c'était pas raciste, mais c'était de l'appropriation culturelle parce que les mecs sont pas du tout asiates. Et il s'appelait Chinatown Market pour, en fait, dans l'esprit des gens, pour dire c'est du faux. Mais en fait, c'est du faux, mais complètement assumé, tu vois. Et marrant comme positionnement. Ouais, ben c'est un peu le positionnement de Tiller que Tiller on a eu, mais je sais pas pourquoi pendant des années on l'a pas assumé. On n'a pas assumé ce côté un peu marlouche du t-shirt. Tu sais, c'est très souvent on avait une réflexion, on disait ouais, qu'est-ce qu'une vraie marque elle ferait? Mais en fait, ça n'existe pas une vraie marque ou une fausse marque. À partir du moment où tu as une commu et tu fais des trucs, tu es une vraie marque, tu vois. Et nous, pendant des années, on disait, ouais, qu'est-ce qu'elle ferait une vraie marque, tu vois. Mais en fait, non, en fait, c'est un complexe mal placé. En fait, avec du recul et en parlant avec des gens et en conseillant plein de gens, je me rends compte, bah, en fait, on a une vraie marque, tu vois. On a une vraie marque, on est reconnu, on est vendu un peu partout dans le monde. Et on fait des choses différemment, on fait des choses borderline, on fait des choses. Alors des fois c'est pas compris. Comme en ce moment, je trouve que les gens, bah, je trouve que les réseaux c'est devenu de plus en plus dur. Et il y a une nouvelle génération de gens qui comprennent pas forcément ce qu'on fait et qui n'ont pas l'historique de ce qu'on fait en fait.
et qui jugent sur un truc, ah ouais, ils copient ça. Mais non, on copie pas ça. En fait, c'est notre marque, c'est comme ça. Et qui ont pas forcément le recul pour se dire, ah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Et en plus, très souvent, bon, je parle pas du t-shirt print, mais je parle tu vois, des collections plus travaillées en usine, tu vois, quand on fait des ensembles réflectifs, quand on fait tu vois, par exemple, sur un truc comme les ensembles réflectifs, on a fait une collab avec une marque qui s'appelle Shot. Mhm. On a fait un ensemble tout réflectif. Et au même moment, il y a une marque qui s'appelle Reflective Nation qui a sorti une doudoune qui ressemble à la nôtre, tu vois. Et dans les gens, tu vois, j'ai vu des trucs sur les réseaux, ouais, Reflective Nation a copié Tiller, ouais, Tiller a copié Reflective Nation, enfin, tu vois, il y a eu ce truc-là, mais tu vois, je te donne cet exemple, mais ça arrive très souvent. Mais en fait, ce qu'ils savent pas dans ce genre de production, c'est que c'est des projets qui sont prévus genre 8 mois, voire un an à l'avance. Et c'est impossible de savoir ce qu'ils allaient faire, eux, dans 8 mois, tu vois, ou que eux-mêmes sachent. Et du coup, bah, en fait, bah, des fois, sur les réseaux, il y a une incompréhension parce que les gens, ils comprennent pas notre process. Mais quand tu sors les mêmes colorways que Suprême au même moment, c'est pas une copie. C'est qu'en fait, il y a 8 mois, on s'est renseigné sur les tendances qui allaient arriver. Tu vois, il y a des cahiers de tendances dans la mode qui te donnent une direction sur bah, ce qui va se faire, tu vois, sur bah, voilà, le bleu, le vert eau va être très à la mode cet été, tout ça. Et puis des fois ça colle parfaitement, et des fois c'est aucun rapport, tu vois. Donc ces cahiers de tendance, faut savoir les interpréter aussi. Mais bah, très souvent, c'est pour ça que bah, dans la même période, bah, tu sais, pendant tu sais, là récemment, dans l'hiver dernier, il y a beaucoup de marron, de beige, et toutes les marques l'ont fait, tu vois. Et en fait, c'est pas, ils ont vu quelqu'un le faire et ils sont mis à le faire parce que les process de fabrication ils sont assez longs, en fait. Est-ce que le consommateur ne s'en rend pas compte, tu vois. Mais j'en veux pas, tu vois. C'est comme ça. Oui, bien sûr, ils n'ont pas cet aspect-là qui est visible. Mais Voilà. d'ailleurs, tout à l'heure, tu as utilisé un terme sur lequel j'aimerais qu'on revienne et qu'on discute. Tu as parlé de communauté. Pour toi, c'est quoi une communauté? Bah, une communauté, bah, c'est un groupe de personnes qui se reconnaissent à travers une entité, quoi. Et bah, Tinder, de ces années, on a créé une communauté. Je pense que il y a encore des gens du noyau dur du début d'il y a 11 ans, mais notre communauté, elle a tourné aussi. Parce qu'on a évolué, nous aussi. Et, et le Jeff Tiller d'il y a 10 ans, c'est pas du tout le même que tu as en face de toi, tu vois. Enfin, c'était, c'est, tu vois, on change pas, on évolue en fait. On évolue dans notre manière de faire et je peux comprendre qu'il y a certaines personnes du début qui se sentent entre guillemets trahies en se disant ouais Tiller c'était mieux avant, nanana, nanana. Mais Ça en a fait, changé. ouais, mais en fait on n'a pas changé. Moi Tiller, je l'ai fait parce que c'était un truc qui me sortait des tripes. J'avais envie de faire un projet et j'avais envie de faire ce que j'aime. Euh, il a pu arriver qu'à travers toutes ces années, j'ai pris des mauvaises décisions. Tu vois, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, que ça soit des décisions qui sont visibles par le public ou des décisions en interne, tu vois. Je sais pas que j'ai fait tout parfait, mais en tout cas, j'ai essayé de continuer dans un mindset où je kiffe ce que je fais. Tu vois, je veux pas arriver au travail et être pas content de ce que je fais, tu vois. Du coup, bah, tu vois, quand ça me plaît plus, bah, je change. Et il y a certaines personnes à qui ça fait pas plaisir, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, la communauté, elle peut tourner, tu vois. C'est, euh, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois. Et je pense qu'il y a des communautés très fortes. Je pense que Tiller a une communauté très forte. Et je pense, tu vois, ce qui a créé la communauté Tiller, c'est qu'au début, et on le fait encore, hein, même si certaines personnes pensent que des fois c'est joué, mais, euh, mais en fait, on essaie d'être vachement transparent avec tout le monde. Et tu vois, il y a un truc, tu vois, dont Combini et plein de médias à l'époque, je me rappelle, ils avaient titré un titre d'article, il y a marqué Des génies, tu vois, en parlant de nous. Et c'était Des génies parce que ça faisait un an qu'on était sur les réseaux et qu'on n'avait pas de site internet.
et qu'en fait, on crée une hype autour de nous et tout ça. Mais c'est pas des génies, c'est qu'on n'arrivait pas à le faire. C'est ça la vérité. C'est qu'on a pris 3 codeurs et on s'est fait planter 2 fois. Bon, la première fois, on avait une idée de site qui était complètement... on voulait que les gens ne se servent pas de la souris. On voulait que tu navigues dans le site qu'avec des flèches. Ça soit genre comme un jeu, quoi. Comme un jeu. Quand tu veux le t-shirt, t'appuies sur entrée et tout. Donc ça nous a bien pris 6 mois à nous rendre compte que c'était une idée de merde, tu vois. Non, mais que dans le marketing, enfin, tu vois, dans le e-commerce, ce qui compte, et encore plus à l'époque, c'était le nombre de clics, le temps de passer sur les pages, enfin, tu vois, toutes ces notions-là, elles les avaient pas, tu vois. Du coup, on a mis 6 mois à se dire que notre projet, c'était de la merde, et après, on a mis 6 autres mois à, une fois, on s'est fait niquer, et une autre fois, bah voilà, c'est sorti, tu vois. Et les gens, ils disaient, enfin, les médias, ils disaient c'est des génies. Mais par contre, notre communauté, elle savait très bien on n'était pas des génies, tu vois. Elle savait très bien qu'on galérait parce que on avait mis en place un compte à rebours et où on rajoutait 1 mois à chaque fois au compte à rebours. Ouais, putain, dans une semaine, c'est la fin du compte à rebours. On n'a même pas la home du site. Vas-y, rajoute 10 jours. Du coup, notre communauté, elle savait qu'il y avait des problèmes en interne, mais on s'en cachait pas. Bon, après, c'était plus difficile que maintenant d'en parler parce qu'il n'y avait pas les stories et tout ça. Nous, quand on parlait de quelque chose, c'était un post Instagram. Et du coup, bah, tu vois, tu peux pas tout raconter comme que tu peux faire maintenant où tu prends ta caméra, tu racontes en live. Ouais, voilà, on a eu des galères, tu vois. Ouais. Mais on a toujours été super transparent avec notre communauté. Et je pense qu'au début, nous voir galérer, en fait, les gens, ils sont reconnus en nous. En fait, nos clients, c'était des mecs du même âge que nous et qui trouvaient ça génial ce qu'on faisait, même si c'était super à l'arrache. Et bon, quand ça a commencé à marcher, que j'ai quitté mon taf et que tout ça, on a pris le sous-sol de la boutique où on est actuellement, tu vois. Ouais. On n'a pas bougé depuis, sauf qu'on a pris les 2 étages du dessus. Et bah, les gens, quand ils venaient là, ils me disaient ah oui, j'imagine qu'il n'y a pas de carte bleue, tu vois. Mais si, il y avait une carte bleue. Mais tu sais, parce qu'on était vraiment à l'arrache, tu vois. C'est que les gens, ils arrivaient dans un sous-sol où il y avait des machines d'impression, un canapé, mes platines, parce que je mixais encore à l'époque, enfin je mixe toujours. Des fois, un mec qui dormait, tu vois. Et ils entraient, et puis moi, je faisais mes livraisons de t-shirts à vélo, je venais récupérer des t-shirts, tu vois. Et il y avait ce côté-là où en fait, les gens, ils se sont reconnus en nous et ça a créé notre communauté. Et c'est là où je dis que, bah ouais, il y a des moments où on n'a pas fait les bons choix. C'est qu'en fait, on était complexé de ça. On était complexé de ce truc-là, de se dire, ah ouais, on est trop à l'arrache et tout ça. Et du coup, nous, on voyait des Palace, des Stussy, des Suprêmes. On se disait, ouais, c'est vers là qu'il faut aller, tu vois. Mais en fait, non. En fait, c'est bien de les avoir en modèle, ces marques-là, mais faut pas essayer de faire comme eux. Faut faire à ta sauce. Et nous, on a toujours, hein, et à l'époque, c'était assez ouf le buzz qu'on avait, c'était qu'on avait une formule qui marchait bien, tu vois. Et en fait, on a toujours voulu autre chose. Alors que, et ça, c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs, tu vois, c'est quand tu as une formule qui marche, ne crois pas que grossir, c'est le meilleur truc. En fait, c'est d'optimiser ta formule, c'est ça le mieux, tu vois. Tu vois, je te dis ça parce que, tu vois, pendant des années, ça a été un goal pour, en premier lieu, Alex, parce que c'était lui qui avait vraiment ce côté business, de rentrer dans les gros comptes. Les gros comptes, je parle de Amazon, je parle de Asos, je parle de Stadium, c'est un grand compte, mais ça reste. Je parle de Zalando, par exemple, tu vois. C'est des gros comptes. C'est entre guillemets game changer pour la vie d'une marque comme nous, parce que quand ils fassent une commande test, c'est 300 000 euros, tu vois, sur un modèle. Donc c'est des sommes énormes et tout ça. Et on s'est battu pendant des années pour arriver à être crédible, pour arriver à ça. Et là, ça fait 3 ans qu'on bosse avec les grands comptes, mais là, on arrête. Et on arrête. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qu'on aime faire. En fait, c'est tellement une grosse machine et quand tu commences à prendre des commandes à 600, 700 000 euros, tu te rends pas compte de ce que ça engendre derrière, de la trésorerie que ça te bloque, des problèmes que ça peut engendrer, bah tu vois, rien que d'un Covid, tu vois, ça,
tu vois, si tu te manges un Covid et on annule tes commandes. Et toi, t'as déjà payé. Enfin, tu sais, c'est un truc, ça peut, en une fois, tu peux couler ta boîte, tu vois. C'est un exemple à la con, mais c'est plein d'exemples comme ça qui font que, en fait, tu passes beaucoup de temps à gérer, que ce soit de l'humain, de la logistique et des problèmes liés à ces gros comptes. Mhm. Et en fait, tu te rends compte, en fait, je kiffe plus faire ça. C'est pas mon kiff dans le travail, tu vois. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Il y a des semaines où j'ai passé à bosser sur les grands comptes, où j'étais plus du tout dans la créativité. Et tu sais, on s'est laissé un peu distraire par ça. Parce que quand j'ai Zalando qui me dit, ouais, il y a trop de weed dans votre collection, faites moins de weed. Du coup, j'adapte ma collection à eux. Puis, la Ouais. même année, t'as Citadium qui nous dit, ouais, bah, les gars, on reconnaît plus trop la patte Tiller, il n'y a pas assez de weed. Et du coup, tu vois, selon le grand T'es groupe, tiraillé. ouais. Et du coup, tu vois, cette année-là, je me retrouve à faire quoi? Je me retrouve à faire 3 collections différentes. Une pour Zalando, une pour Stadium, une pour nous, qui mélangeait un peu les deux, mais avec une masse salariale qui était la même. Du coup, 3 fois plus de travail, et je veux sortir de là, tu vois. Et en fait, pour avoir ces grands comptes, on s'est plié en quatre et on a dit oui à tout, amen à tout. Oui, pas de problème. Voulez-moi pas de weed? Ok, dans 2 jours, je vous renvoie un catalogue. Nan, nan, nan. Mais en fait, je veux plus travailler comme ça. En fait, c'est fini. Maintenant, les grands comptes, s'ils me veulent encore, ce sera à mes conditions. Et mes conditions, c'est pas des collections de 70 pièces, c'est des capsules, c'est ce qui me fait plaisir, tu vois. Et, Mm. euh, et en fait, tu vois, j'en reviens. J'ai voulu ça pendant des années. Euh, mais je me rends compte qu'en fait, ça n'a pas fait du bien à ma société. Même moralement, moi, ça m'a mis dans des sales états. Tu vois, quand tu bloques 700 000 euros de trésorerie, il faut savoir qu'ils te commandent genre entre 6 mois et 1 an à l'avance. Donc, toi, tu produis. Donc, toi, ta trésorerie, elle sort 6 mois avant que tu livres, tu vois. Ensuite, tu livres et eux, ils te payent à 90 jours. Enfin, tu vois l'argent que tu as bloqué pendant quasiment 1 an. Et ce qu'il faut savoir dans la grande distribution, c'est que les marges, elles sont super réduites. Comme ils t'achètent énormément, tu as des toutes petites marges. Donc sur ces toutes petites marges, il suffit que tu aies une semaine de retard dans les livraisons. Bam, 5% en moins. Quand tu livres, ils te disent, cette matière, il faut la faire tester. C'est 3000 balles pour tester le produit. Ah, bon, tu vois, ça renie sur tes marges. Ah non, mais en fait, faut pas livrer en France, faut nous livrer en Angleterre. Ah mais ouais, mais on avait calculé le transport, du coup, je perds encore 2%. Et tu vois, tout ça mis bout à bout, et tu vois, là, je t'ai donné 3 4 exemples, et il y en a des dizaines, tu vois. Mm. En fait, tu te rends compte, waouh, je gagne pas d'argent. Et j'ai travaillé comme un ouf, j'ai fait charbonner mes équipes, j'ai bloqué ma trésorerie. Donc, en fait, je pense qu'il y a certaines personnes pour qui les grands comptes, c'est bien. Mais faut savoir dans quoi tu t'embarques. Il faut calculer au centime près ton taux de rentabilité et savoir tous les petits à côté qu'il peut avoir. Là où nous, en fait, c'est pas notre fort de faire ça. Et il y a d'autres choses. Nous, on a toujours, on n'a jamais emprunté d'argent aux banques. On a toujours refusé tous les investisseurs qui sont voulu rentrer dans Tiller. Pas qu'on était fermé, mais que on trouvait pas que c'était les bons. Tu vois, encore une fois, peut-être qu'on a fait des erreurs à certains moments, tu vois. Mais en tout cas, sur le moment T, ça nous paraissait pas le bon truc, le bon move à faire. Et du coup, je pense que si tu as une aide financière derrière, en fait, je pense que si tu veux rentrer dans les grands comptes, il faut avoir des investisseurs derrière. Parce que Mm. tu peux pas te permettre de bloquer des 1 million de trésorerie pendant 1 an pour gagner 100 000 euros. Après, c'est bien, c'est de l'exposition, c'est plein de trucs. Il y a plein d'avantages aussi. Hein. Je suis en train de souligner les désavantages. Il y a plein d'avantages. Mais je pense qu'il faut être accompagné dans ce genre de trucs. Donc c'est pour ça, en fait, je pense que un bon entrepreneur,
c'est pas forcément un mec qui va viser de faire le plus de chiffre d'affaires possible, de se mettre en cadre pour tout faire. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est un mec qui a trouvé une bonne formule et qui s'y tient et qui essaye pas forcément de s'éparpiller, tu vois. Pas de faire d'autres trucs. En tout cas, dans le textile, j'ai 1000 exemples de marques qui ont fonctionné et qui ont voulu grandir avec leur audience et faire autre chose. Et en fait, ils se sont perdus et en fait, ça n'existe plus. Puis il y a J'en un pense à truc certains. aussi, tu vois, on est dans la mode. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que par définition, quand tu es dans la mode, il y a un moment où tu seras plus à la mode. Tu vois, c'est la définition même de. Tu peux pas rester à la mode pendant 20 ans. Enfin, tu vois, à ce moment-là, c'est plus une mode. Tu vois, c'est. Je sais pas comment te le dire. En fait, c'est dans Il y a l'énoncé. des cycles. Ouais, c'est dans l'énoncé le truc. C'est une marque de mode. Il y a un moment où tu ne seras pas à la mode. Tu vois, c'est logique en fait. Ce que je dis. En fait, en fait, tu seras plus à la mode si jamais tu ne te réinventes pas et que tu ne t'adaptes pas finalement aux tendances du Ouais, marché. ouais, il y a ça, mais il y a aussi, je pense que les gens ils ont besoin de se reposer. Et aussi bien, aussi au top que peut être une marque comme Louis Vuitton, je pense ils ont eu un creux à un moment. Fila pendant des années, pendant toute ma jeunesse, j'en ai vu partout, même dans les jeux vidéo. Je me rappelle, je jouais à Crazy Taxi, il y avait un magasin Fila, j'étais ouf, tu vois. Et après, dans toute mon adolescence, il y avait plus de Fila. Ça n'existait plus. C'était plus à la mode. C'était une marque, tu la voyais nulle part. Et puis après, c'est revenu. Tu vois. Puis là, tu as commencé à en voir. Puis là, là tu as commencé à en voir trop partout. Tu en as jusqu'à chez Go Sport, Intersport et tout ça. Et ça devient un peu moins à la mode, tu vois. Mais c'est des cycles. C'est des cycles. Et Suprême, tu vois, bah, Suprême, ça a eu une hype. Et, c'était une niche. Après, c'est devenu une hype énorme. Après, c'était racheté par LVMH, ensuite par Vans, enfin, je sais plus exactement. Mais encore pour les collabs, c'est encore la folie, mais il y a plus la folie qu'il pouvait y avoir il y a 5 ans où les gens se battaient devant les boutiques. Enfin, si, pour certains items, bien sûr, encore, hein, je suis pas en train de dire que Suprême, c'est fini, tu vois. Mais je pense, après, je suis pas dans leurs chiffres, hein, ça se trouve, je me trompe complètement, mais vu de l'extérieur, j'ai plus l'impression qu'ils ont la hype qu'ils avaient il y a quelques années, tu vois. Et je pense que maintenant, les gens, ils se rabattent plus, et puis c'est ce qui est à la mode, c'est sur des labels vraiment indépendants, comme PPSC, c'est Please Polo Stop Capping, ou encore Cortez, qui a réussi un tour de force. Je crois que la marque a été montée en 2017 ou 2018, et à ma connaissance, il n'y a aucune marque qui est aussi jeune, qui arrive à faire des collabs internationales avec Nike et avoir une hype aussi grosse. Tu vois. Et bah voilà, c'est des cycles. Mais aussi bien que sur ces marques, Cortez ou tout, peu importe laquelle, bah je pense qu'ils ont un peak time et qu'à un moment ça redescend forcément. Et puis qu'après, bah, soit tu as la force de la faire repartir et puis ta marque est assez forte pour, euh, pour être down un petit moment, enfin tu vois, toujours fonctionner mais rouler moins fort et arriver 2 ou 3 ans après ou 5 ans après à relancer la machine et faire un gros truc. Tu vois, il y a une autre marque comme Eleven. Eleven, c'était là avant que je commence Steeler. Euh, C'était au top du top. Au moment au peak time de Tiller, je me rappelle que Eleven, il avait perdu des parts de marché. C'était moins la folie. Et puis là, ils sont en train de repartir très bien, tu vois. Donc c'est des cycles. Et comme je te disais, franchement, c'est la mode qui veut ça. Comme je te disais, c'est dit dans l'énoncé en fait. Bah, la mode, mais pas que, hein, parce que je pense que c'est un modèle qui se réplique aussi sur les autres business et que t'es jamais en hyper croissance ou t'es jamais en croissance constante et t'as toujours des moments où t'es un peu down. Enfin, c'est les montagnes russes un petit peu de manière plus ou moins intensive en fonction de chacun, des business, des secteurs, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'applique effectivement à différentes échelles. Et il y a un sujet que j'aimerais qu'on creuse avant de terminer le podcast, qui serait justement, en gros, pour toi, quelle est l'importance de développer sa communauté quand on crée une marque? Parce que tu vois, vous, Tiller, vous avez une communauté qui est genre ultra puissante. Tiller Lab, notamment avec Tiller Lab, par exemple, où la plupart de votre acquisition se fait via les réseaux sociaux, donc ça prouve à quel point genre vous êtes déjà
très fort Bah, là-dessus et ça prouve à quel point. 100%, 100%, 98% des visites sur le site viennent d'Instagram. Pour Tiller Lab. Ouais, pour Tiller Lab. Ouais. Et pour Tiller, par exemple, on est sur quoi comme 40% à peu près. 40%? Ouais, ça reste quand même un chiffre qui est Non, mais relativement ouais, important. mais c'est aussi biaisé parce que sur Tiller Lab, j'ai pas de pub, j'ai pas le droit encore de faire de la pub, j'ai pas le droit de faire tous ces trucs-là. Du coup, mon seul canal d'acquisition, c'est Instagram, tu vois. Hmm, Et bien sûr. bah, pour répondre à ta question, je pense que c'est le nerf de la guerre. Tu sais, j'ai une autre boîte qui s'appelle Dropshirt où on fait de l'accompagnement pour les marques. Je sais, on fait nos pulls avec, enfin nos pulls, tous nos vêtements brandés, on passe par vous. Voilà. Bon, en fait, c'est une marque blanche pour laquelle on fabrique. Très souvent, j'ai en face de moi des mecs qui veulent lancer leur marque. Et tu vois, récemment, j'ai un petit jeune qui est venu, qui m'a dit, ouais, j'ai euh, j'ai 12 000 euros. Je veux lancer un tracksuit, ça. Je veux faire une marque, elle est comme ça. Je veux faire ça, tu sais. Vachement d'idées, une bonne DA et tout. Mais je lui ai dit, mais t'as déjà lancé l'Instagram? Il m'a dit, bah non. Je dis, mais t'as une communauté déjà? Enfin, t'as déjà quelque chose? Il m'a dit, bah non, je vais attendre d'avoir les vêtements et tout ça. Je dis, bah écoute, c'est une grosse somme là que tu veux mettre en jeu. Je ferai déjà une série de t-shirts, tu vois, genre 100 t-shirts. Et je lance mon Instagram et j'essaie de tâter le terrain, de voir la communauté, de trucs. Et si t'arrives pas à vendre tes 100 t-shirts, en fait, je vais pas te prendre tes 12 000 euros, tu vois, parce que tu vas galérer. Et, euh, et tout ça pour dire que je pense que monter une communauté, avoir de bonnes idées, ça coûte pas si cher que ça, tu vois. Ah ouais. Et des gens qui vont dire ouais mais c'est facile pour toi, nanana. Non mais c'est la vérité. Quand tu as une bonne idée, tu vois, Tiller, c'était une bonne idée. Ça, c'est pas le même monde que maintenant, hein, j'en suis conscient. Mais ça a fait un effet boule de neige. Les gens en parlent. Il y avait des facilités à l'époque sur le Reach, mais il y avait d'autres trucs qui étaient beaucoup plus compliqués, tu vois. Là, les gens, ils me connaissaient parce qu'ils passaient ma carte de visite, tu vois. Ils se passaient à ma carte de visite. Donc, si j'ai réussi avec des cartes de visite, ben, tu vois, à l'heure actuelle, tu peux y arriver. Il faut avoir des, faut faire quelque chose, faut arriver à te démarquer, tu vois, et créer ta communauté. Et ça coûte pas forcément d'argent. Un petit peu d'investissement, du temps, beaucoup de temps, beaucoup d'idées. Et, euh, et tu vois, moi j'ai eu la chance que Tiller, ça a pris direct. Mais à travers Tiller et à travers les années, j'ai lancé d'autres projets. Bon, j'ai de la chance. 99% de mes projets que j'ai lancés, c'est plutôt bien passé. Et le 1% que c'est pas super bien passé, bah, au final, je suis retombé sur mes pattes, tu vois. Et j'ai gagné quand même un petit peu d'argent, même si c'est anecdotique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il y a personne qui va te juger d'essayer. Faut essayer, tu vois. Enfin, moi, j'aurais pu essayer plus tôt, mais en fait, j'ai eu besoin d'un déclic de me dire, ouais, c'est exactement cette vie-là que je veux pas. Du coup, je vais tout faire pour faire autrement. Et si je me plante, bah c'est pas grave, hein, je pourrais toujours. Enfin, tu vois, on respecte, enfin, on est dans un monde où on respecte bah, pas mal l'entrepreneuriat. Avoir des échecs, c'est pas très grave, tu vois. Et Hmm. avoir un trou dans ton CV de 6 mois ou d'un an parce que tu as essayé de monter ta boîte, je pense pas que ça soit mal vu auprès d'un recruteur. Non, vraiment pas. Et c'est marrant parce que donc on parle de communauté, on parle d'incarner sa marque, etc. Chose que vous faites bien chez Tiller. Mais il y a quand même un aspect que je trouve marrant, c'est que finalement les fondateurs développent pas du tout leur personal branding. C'est-à-dire que tu vois, vous vous mettez pas tellement sur le devant de la scène. Bah On... moi, je l'ai fait pendant des années parce que l'Instagram de Tiller, c'était mon Instagram perso pendant des années. Ok, Et tu vois, enfin, à un moment, et je pense que c'est au moment où je te disais où on était un peu à se dire ouais, les vraies marques, elles font pas ça. Et tu vois, Jacques Mus, par exemple, son Instagram, c'est son Instagram perso. Et ça choque ouais, personne. Et il y a même des gens qui te disent que c'est trop cool, tu vois. de Et ouf. je trouve ça, perso, je trouve ça trop cool, tu vois. Et c'est ce que je faisais, moi, à la base. Mais à un moment, bon, il y a aussi que j'abuse un petit peu, tu vois.
T'avais des stories de moi en after, n'importe quoi et tout ça. Mais bon, en vrai de vrai, ça dérangeait pas notre communauté, ce genre de Ouais. truc. Ça nous dérangeait plus nous en interne, Alex et moi. Tu vois, il y a eu beaucoup de sujets où Alex il me disait ouais, faut que tu fasses ton Instagram perso et que tu rentres celui de la marque, tu vois. Et moi, j'étais Ouais, pas dissocier d'accord. les deux. Mais tu sais, enfin, toi, tu travailles aussi là-dedans. Tu sais, ça compte d'avoir des followers et tout ça. Mais tu vois, quand mon compte perso, il est à 80 000, 100 000 et que je les ai fait, on l'a fait à la sueur de mon front, tu vois, et que c'est moi qui ai publié les 4000 posts qu'il y a sur le truc, devoir se dire, bon, bah, je le rends, je me refais un Instagram perso où je repars à zéro, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Mais du coup, bon, bah, pendant des années, j'incarnais à travers l'Instagram. Après, j'ai essayé de me mettre en retrait, en fait. Et après, il y a toute cette vague de personal branding qui est arrivée. Alors, j'essaye de m'y mettre. En fait, j'ai fait un premier post en janvier sur LinkedIn où j'explique que je voulais raconter mon histoire, que justement j'allais dans le personal branding. Il se trouve que j'ai écrit, tu vois, c'est en plusieurs chapitres. J'ai déjà écrit les 5 ou 10 premiers chapitres, je crois. C'est un peu ce qu'on s'est dit là avant, etc. Mais je t'avoue que je trouve pas le moment pour le publier et le faire, tu vois. Mais c'est vrai que le personal branding, je pense que c'est important. Euh, je sais, je sais, je sais que le moi d'avant, de moi il y a 10 ans, il aurait adoré le faire. Maintenant que j'ai des enfants, en fait, je suis un peu passé à mon enfin, pas mon deuxième, mon Ta deuxième vie. ouais, ma troisième vie, on va dire, tu vois. Parce que j'ai eu mon adolescence, j'ai j'ai eu tout ce qui m'a construit, j'ai eu là 10, 11 ans de tiller, et puis maintenant, bah voilà, je suis papa de 2 filles, je pense à quitter Paris, enfin, tu vois, j'ai des réflexions de daron, tu vois, en fait, tu vois. Mm. Du coup, je sais pas si c'est le bon moment pour moi de faire du personal branding. C'est peut-être un peu une excuse, tu vois. Mais, Mm. euh, mais Après, oui. effectivement, il faut que ça vienne de toi, il faut que tu aies la volonté. Mais d'ailleurs, si là, par exemple, à ton âge, avec tout ce que tu as vécu, avec tous tes apprentissages, si tu devais justement repartir de zéro et construire un business, tu commencerais par quoi? Euh, je pense, je pense que, je pense que si je devais refaire un business, genre, euh, qui n'est pas du consulting ou des trucs comme ça, que tu vois, c'est vrai, en tant que commerçant, tu vois, vraiment, je pense que je ferais un truc totalement aux antipodes de ce que j'ai fait. Pas d'Instagram, que du bouche à oreille. En fait, j'essaierai de faire. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que à l'heure actuelle, en fait, faire du joli, faire de l'incroyable, payer des campagnes pour que le monde entier le voit, en fait, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir de l'argent et tout le monde peut le faire. Par contre, arriver à te démarquer avec un concept sans avoir de réseau et tout ça, et ça en soi, c'est une stratégie, tu vois, de ne pas avoir de réseau et de faire. Enfin, je pense que ça me correspondrait plus. Enfin, j'imagine que c'est vers là que je me tournerai. Ok, intéressant. Ouais, c'est marrant de repartir dans une direction un petit peu différente de tout ce que tu as pu Bah, en fait, il vivre y ou aurait mettre en toujours. place. C'est comme je pense pas. Faut jamais dire jamais, mais je pense vraiment pas que je montrais une nouvelle marque de vêtements. Parce Mm. que on est allé tellement haut avec Tiller, tu vois. On a enfoncé tellement de portes, on a fait plein plein de trucs, qu'en fait, de relancer un truc et puis être l'ombre de ce qu'on a fait avant, c'est un peu relou, tu vois. Ouais, je comprends. Ok. Euh, euh, Me relancer sur une aventure sur les réseaux, trucs, gagner des followers. Toi, tu le sais, j'ai beaucoup de problèmes avec Instagram. Parce que justement, on fait plein de trucs borderline. Donc souvent, on se fait shadow ban, enfin, plein de problèmes avec ce compte Instagram. Du coup, me relancer dans une aventure Instagram et tout ça, tu vois. Bon, après, je vais pas cracher dessus, hein, ça me fait vivre actuellement. Je sais pas ça, mais Ouais, je mais tu as pense. envie de renouveau, tu as envie de partir sur autre chose que tu maîtrises pas encore. Et, Ouais, ouais, voilà. Et puis, pour moi, bah, maintenant, c'est l'expérience client qui compte le plus. Et ce que tu peux montrer sur les réseaux, comme je le disais au tout début, très souvent, ça reflète pas la réalité, tu vois.
Et je suis plus dans un côté authentique, tu vois. Ouais, Ok. j'aimerais bien relancer une marque de vêtements, peut-être, mais sans tous ces réseaux. Juste que ce soit le produit qui parle. En fait, que les gens parlent de ton produit et que ça devienne viral, même si ça sera pas viral comme sur les réseaux, par la qualité de ton produit. De faire quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Ça m'attirerait. Mais, en fait, et en plus, tu vois, bâtir une communauté, en fait, c'est intéressant quand tu pars de zéro. C'est intéressant quand t'as pas d'argent. C'est intéressant. Mais là, être là et se dire, bon, ok, on va faire de l'acquisition, je vais mettre 10 000 sur ça, je vais mettre truc. En fait, ça m'amuse, enfin, ça m'amuse pas. Alors, je le fais, hein, je le fais pour différentes entités. Je fais de la stratégie digitale où, où j'essaye d'apporter mon expertise sur comment utiliser les nouveaux outils d'Internet, des leviers pour gagner des followers, des systèmes d'automatisation de bots, de créer de l'expérience client à travers Instagram. Tout ça, je maîtrise et je sais faire et je le fais pour d'autres boîtes. Mais pour moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Enfin, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Non, mais c'est bien, au moins, t'es cadré sur la chose. Ok, bah écoute, Jeff, merci pour toutes tes explications. Merci d'avoir partagé ton histoire. J'ai une dernière question qui est la question que je pose à tous mes invités, qui est si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui? Me dis pas Alex. Il est déjà sur ma liste. Alex. Non, franchement, bah, il y en a plusieurs. Il y a un mec qui s'appelle Pablo Attal. Ok. C'est un jeune entrepreneur qui fait plein de trucs, que ce soit dans le textile. Il a commencé chez Yard. Je veux pas faire retracer tout ce qu'il a fait parce que je vais me tromper et ça lui rendrait. Mais en tout cas, ce mec-là, Pablo Attal, il a une boutique. Il a repris l'ancienne boutique de Pigalle. Il s'appelle Pablo T-shirt Factory maintenant. PTSF, faut regarder sur les réseaux. Franchement, il a plein de choses à dire, il a une vision. Il est beaucoup plus jeune que moi, il doit avoir 10 ans de moins que moi. On se retrouve à parler des 2 heures au téléphone, à échanger, et on n'a pas du tout la même vision sur plein de trucs. Donc c'est assez marrant parce qu'il a sa vision, j'ai ma vision, tu vois. Et donc il est super intéressant. Et si tu veux faire énormément de clics, je te conseillerais Clint. C'est le mec qui a monté la marque Cortez, c'est un Anglais. Et bah lui, il est vraiment, c'est vraiment le côté entrepreneurial que je respecte de fou. Il est arrivé en 4 ans à faire ce que j'ai jamais réussi à faire et que je pense que j'arriverai jamais à faire. Il a rendu sa marque mondialement connue en utilisant. Je pense pas qu'il avait énormément de budget et bah je pense que c'est un mec. Enfin, c'est le genre de mec. Si tu fais un podcast, je serais ravi de le regarder. Ok, bah écoute, c'est bien noté et je les rajoute du coup sur ma liste. Jeff, merci et bah du coup je te dis à très vite. À très vite. Ciao Marion.